Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Pivin, député fédéral. Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est la fin du suspense dans la saga du CETA. Hein. Ça nous aura tenu en haleine ces derniers jours. Il y a eu l'accord intra-belge qui est intervenu. Alors, un traité intact pour Charles Michel et puis des grandes avancées pour la Wallonie. C'est perturbant, ça, quand même, comme différence de lecture. Hein. Moi, ce que j'en retiens, c'est surtout qu'il y a une même ligne et que finalement, tout le monde s'est entendu pour élaborer un texte qui est commun aux différents niveaux de pouvoir. Et c'est tout à l'honneur des acteurs de cette pièce qui devait être jouée. Hein, ça, c'est le jeu démocratique. Et je crois que les discussions au Parlement, elles doivent avoir lieu. C'est le rôle des parlements aussi. Maintenant, il faut à un moment donné qu'on tombe d'accord. On est à ce moment-là. Il va être validé au niveau des différents parlements aujourd'hui. Et puis, il faudra évidemment avoir la même ligne au niveau européen et au niveau du Canada. Je pense en tous les cas que c'est bien de montrer une image harmonisée. Je pense qu'on n'a pas touché au texte et je n'ai pas entendu le ministre-président wallon dire le contraire. J'ai entendu son interview ce matin. Qu'il y ait des avancées, c'est probable et je l'espère, vu les efforts déployés et vu le travail accompli. Mais on n'a pas touché au texte. On s'est mis d'accord sur un texte interprétatif. Oui, quand votre président de parti dit PS et CDH ont enfin compris l'intérêt du CETA, c'est pas un peu méprisant, ça, comme sortie, dire les autres avaient compris depuis bien longtemps et puis lui, il leur a fallu plus de temps, plus d'explications pour comprendre. C'est une communication. Je pense qu'au Parlement wallon, ils ont posé des questions. On s'est posé d'autres questions au Parlement fédéral puisque le dossier a été discuté en commission des relations extérieures au Parlement. Que Didier Reynders, ça fait bien longtemps, et je n'étais pas encore parlementaire fédéral, ça fait bien longtemps qu'il rend compte au Parlement fédéral des états d'avancement du CETA. Et donc, de part et d'autre, il y a eu des questionnements qui sont différents, des sensibilités politiques sont différentes également. Mais votre parti, il n'a pas vu venir le blocage du PS et du CDH. Pourtant, ça fait quand même des mois qu'ils avaient dit qu'il y avait des problèmes avec ce texte. Nous n'avons en tous les cas pas eu les mêmes préoccupations et vu les mêmes problèmes. Pourquoi ? Parce que le texte, lui, il est connu depuis longtemps. Je rappelle quand même que c'est un accord qui se négocie depuis 7 ans. Donc depuis 7 ans, il y a des questionnements, des négociations qui se déroulent. Et les réponses au sujet desquelles maintenant il y a des éclaircissements demandés, les garanties, elles étaient dans le traité, elles sont toujours dans le traité. Alors, certains les ont lus plus tôt que d'autres, c'est possible. On a l'impression quand même que votre parti a un peu sous-estimé l'inquiétude qu'il y avait quand on voit un sondage récent d'RTL qui montre que 72% des francophones soutiennent finalement la mobilisation wallonne, l'inquiétude wallonne. Moi, je crois qu'on a joué sur un amalgame. Très honnêtement, je pense que le CETA, il est un peu victime du TTIP. C'est pas du tout la même chose. Qui est le traité avec les États-Unis. Qui est le traité avec les États-Unis, qui est plus opaque, qui est moins équilibré, qui doit continuer à être négocié. Ça n'était pas du tout le cas pour le CETA. En tous les cas, pas à nos yeux. Alors, est-ce qu'on a anticipé? Est-ce qu'on a eu une lecture plus claire, plus rapide? Je n'en sais rien. Mais nous n'avons jamais considéré que c'était quelque chose de négatif. Au contraire, on y voit plein d'éléments positifs dans le CETA. On voit la possibilité d'améliorer, de faciliter les exportations. On voit la possibilité de diminuer les barrières douanières. Donc, on voit plein d'éléments positifs, mais je crois que certains ont eu à cœur ou ont pris un malin plaisir à jouer sur certaines peurs. Et moi, ça me fait un petit peu sourire maintenant, sans être spécialiste de cette matière. Je mets 2 chiffres en équilibre. 35 millions d'habitants au Canada, 500 millions d'habitants en Europe. Est-ce que 500 millions d'Européens ont peur du pouvoir que pourraient exercer 35 millions d'habitants? Si la réponse est affirmative, alors l'Europe, elle est loin d'être tout à fait construite, mais je ne crois pas que la réponse est affirmative. Je ne crois pas qu'on doit avoir peur du CETA. Je crois que le CETA, c'est quelque chose de positif, en tous les cas pour tous nos exportateurs. Mais est-ce qu'on peut tirer comme leçon un peu de cette histoire, c'est que finalement les citoyens s'intéressent très très peu à ce qui se passe d'habitude à l'Europe. Cette fois-ci, les gens savent ce que c'est que le CETA, les gens savent ce que c'est que le TTIP. Il y a eu une conscientisation, une volonté un peu de se réapproprier un débat qui échappe complètement aux Belges. C'est une formidable occasion de remettre, je dirais, l'Europe au cœur des préoccupations des gens. Et pour cela, c'est déjà une très belle avancée. Ouais, et là, c'est en filigrane aussi un peu une critique par rapport à la Commission européenne. Hein, on l'a entendu, une commission qui est vue comme trop ultralibérale.
La Commission a rempli un rôle, elle doit continuer à remplir un rôle et les parlements ont aussi joué leur rôle et c'est un rôle de sensibilisation et ce rôle se prolongera parce que pour le moment, toute l'histoire n'est pas encore écrite. Ouais. Alors, on en vient à la commission d'enquête, la commission terrorisme au Parlement fédéral, tout autre dossier. On rentre dans le vif du sujet, dans cette commission attentat. Pour l'instant, on s'attaque maintenant à l'enquête, au suivi des personnes qui étaient suspectes. Oui, donc le premier volet, c'était le volet des secours, qui a fait l'objet de recommandations. Recommandations qui sont, je dis par parenthèse, déjà en train de se mettre en place. Pour ceux qui sont allés récemment à Zaventem, ils ont observé par exemple le démantèlement des tentes. C'était un enseignement, c'est de renforcer la sécurité sans maintenir les tentes à Zaventem. C'est un enseignement de la première partie. Indépendamment, je dirais, du caractère formidable du professionnalisme des services de secours. Maintenant, on est véritablement dans les attentats eux-mêmes, avec les auditions des forces de police fédérales, locales, etc., sans perdre de vue qu'à l'issue de cette partie, de ce volet-là, il y aura le volet radicalisme, auquel évidemment nous sommes très attachés. Alors là, il y a eu les premières auditions à huis clos mercredi. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort déjà? Est-ce qu'on peut déjà en tirer des leçons? Qu'on peut améliorer le partenariat avec entre les polices et les services de renseignement. Le premier volet avait eu pour enseignement principal un déficit de communication. Le deuxième volet, on ressent déjà qu'on doit pouvoir améliorer le partenariat. Pourquoi? Parce que les dossiers, la collaboration, mais c'est de la faute ni des uns ni des autres. Il n'y a pas de guerre des polices, c'est simplement nos réglementations et nos législations qui ne permettent pas plus de collaboration. Je vous donne un exemple. Dès qu'un dossier est fédéralisé, c'est-à-dire que le procureur fédéral décide qu'il doit dépendre du parquet fédéral, les polices locales ne peuvent plus poursuivre leur enquête. Les services de renseignement ne peuvent plus continuer les mêmes récoltes d'informations. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a une hyper-judiciarisation ou une trop rapide fédéralisation des dossiers. Et donc, quand vous avez la police locale qui récolte des informations, qui les transmet, et qu'on décide de fédéraliser le dossier, elle ne peut plus s'en occuper. Et de l'autre côté, la police fédérale dit « je n'ai pas assez d'effectifs pour m'en occuper ». Donc on n'utilise pas assez toutes les forces dont on dispose, mais c'est parce qu'on a des réglementations qu'on doit essayer de s'attacher à améliorer. Alors cette semaine, un rapport d'experts de l'Institut Egmont est sorti sur l'efficacité des mesures antiterrorisme. Et il apparaît que la Belgique a sous-estimé un élément important, c'est l'intérêt de la lutte contre le financement du terrorisme. Est-ce qu'on a cru trop longtemps que le terrorisme, ça coûtait pas cher? Non, je ne pense pas. Je crois que, vous savez, on est confronté quand même à une situation tout à fait exceptionnelle, qu'on ne doit quand même pas non plus être gêné de ça. Le bashing, on l'a vécu assez longtemps. Il faut aussi constater que notre pays est celui qui a le plus condamné de terroristes. En 2015, on a condamné, si je me souviens bien, 116 candidats. Mais là, on est dans a posteriori. Mais dans les enquêtes a priori, est-ce que le financement est quelque chose qu'on n'a pas assez étudié? Est-ce qu'on n'a pas assez on aurait certainement davantage dû accorder de l'attention sur cet aspect, comme sur le trafic d'armes, comme sur le trafic de drogue, mais ce sont des phénomènes finalement qui sont devenus extrêmement préoccupants avec l'attentat du musée juif en 2014. Cet après-midi, la commission Terreau se réunit, c'est pour discuter des législations en matière de trafic d'armes. La semaine dernière, c'était le financement, donc on doit rattraper un retard, il ne faut pas le cacher, mais notre responsabilité est de le rattraper au plus vite. Voilà, mais quand on voit qu'on va supprimer la cellule art et antiquité de la police fédérale, alors qu'on a vu qu'il y avait un des terroristes qui était lié justement à du trafic d'antiquité, est-ce que là, on ne va pas à contresens? J'ai eu l'occasion d'interroger le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas une suppression, et il l'a dit et répété à plusieurs reprises, mais il faut l'entendre, c'est un redéploiement des personnes qui travaillent au sein d'une cellule dans un autre organigramme. Et cet organigramme, c'est précisément celui dont nous discutons à la commission attentat et qui va faire l'objet de recommandations. C'est une meilleure utilisation des capacités à notre disposition, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine des stupéfiants ou dans l'opérationnel même. Quand la commissaire de Boll, commissaire générale à la police fédérale, vient et dit, elle estime que le sous-effectif de 15% de la police pose un véritable problème, ne permet pas d'assumer toutes les fonctions et que ce sous-effectif va monter à 24% en 2019 quand toutes les mesures d'économie seront faites.
Qu'est-ce que vous répondez ? Qu'on doit lui donner raison sur l'alerte qu'elle n'a cessé, je dirais, de communiquer à ses autorités depuis bien longtemps, puisqu'on l'a interrogée à ce sujet. Je pense qu'elle a dit que c'est depuis 2007 qu'elle alerte sa hiérarchie sur la nécessité de renforcer les capacités. Et j'entends actuellement la présidente de la commission de l'intérieur au Parlement bruxellois organiser des débats sur les dispositifs défaillants en matière de sécurité. Ça me faisait un petit peu sourire parce que moi, je me souviens quand j'étais au Parlement régional, j'ai à plusieurs reprises interpellé sur les déficits policiers. Le ministre-président qui me répondait: la réforme n'est pas encore en place, interrogez plutôt le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'était Joël Milquet. Le résultat, sur le constat maintenant, c'est qu'on commence à remettre... Non, le manque devient de moins en moins important. J'ai encore eu en ligne avant-hier la directrice de l'école régionale de la police qui me donnait les chiffres des candidats inspecteurs pour la région bruxelloise. En 2016, nous avons le double de candidats inspecteurs qui sortent de l'école régionale de police que celui qu'on avait en 2015 et en 2014. Donc ça commence à payer, mais comme vous le savez, les gens, il faut d'abord qu'ils suscitent leur candidature, il faut que ces candidatures soient acceptées. Et c'est la même chose pour les services de renseignement. On est confronté exactement au même problème, c'est qu'on a des candidats, mais les candidats, il leur faut un certain temps pour devenir opérationnels. Mais pour le moment, on est en train de combler ce déficit et c'est évidemment à allure rapide. Très bien, mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Marie Arena et Bianca Debatz. Alors avec elles, on reparlera du CETA, CETA qui est à l'ordre du jour du Parlement bruxellois ce vendredi après-midi et que vous pouvez suivre en direct sur BX1. Bel après-midi à tous et belle soirée.